Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, moi c'est Emmanuel Koufi et je vous fais cette vidéo-là suite à la publication que j'ai faite dans le groupe de Yacine concernant la prochaine compétence IA dont tout le monde parlera dans 6 mois. Alors, vous avez été nombreux à aimer la publication, à commenter, à me dire que ça vous aide à avoir un peu plus clair sur comment implémenter l'IA réellement dans ce que vous faites plusieurs d'entre vous m'ont demandé à comprendre mieux. Et j'avais dit que j'allais revenir avec une vidéo, non pas une vidéo, mais une publication pour mieux expliquer. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une vidéo pour vraiment expliquer de quoi il s'agit. Donc, au fait, le vrai problème qu'on constate actuellement, c'est que on voit beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de publications, de découvertes, etc. sur l'IA, mais on voit que c'est concentré sur les outils, sur les modèles, sur les frameworks, etc. Donc, on voit beaucoup de hype, mais pas sur les bonnes choses, pas sur ce qui compte vraiment. OK? Et plusieurs d'entre vous, vous dites, je n'arrive pas à suivre les sorties, il y a tellement de choses, je sais pas où mettre la tête, par quoi je dois commencer, je suis perdu, etc. Donc, le problème, c'est pas que vous n'arrivez pas à suivre le rythme, au fait, des sorties hier. Et comme je l'ai mis ici, le problème, c'est pas que vous êtes en retard, c'est que vous accordez votre attention aux mauvais détails. OK. Donc, vous suivez les modèles, vous suivez les agents, vous suivez les frameworks, vous suivez les harness. Quand je parle d'harness, je veux parler de Claude, je veux parler de ChatGPT, etc., de leur interface et tout. Mais ce que personne ne regarde, c'est comment structurer le contexte. Et quand je parle de structurer le contexte, je parle de l'organisation du contexte. Et c'est juste dernièrement qu'on a commencé à voir les gens s'intéresser aux fichiers Claude, MD, etc. Sinon, on était tous dans la hype et on oubliait l'essentiel. Donc, donc, on va l'attention en ce moment. Et je vois plusieurs personnes suivre tout ce qui est agent. Il y a OpenClaw, Harness, voici Hermès qui est en train de faire un boom actuellement et tout le monde est en train d'installer Hermès pour tester Hermès, etc. Bientôt, ça sera un autre outil. Tout le monde va courir, aller savoir comment l'utiliser, etc. Et on va les modèles avant Claude Sonnet, GPT, on va maintenant sur GPT-6, Gemini et on a ce que moi j'appelle les accessoires qui sont les skills, les MCP, etc. Mais tout ça, au fait, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important reste dans l'ombre. Et c'est l'organisation du contexte. Et c'est sur ça que vraiment les vrais ingénieurs en IA, les vrais experts, les vrais scientifiques se concentrent actuellement. Et on voit quelque temps après que ça sort et on voit que certaines personnes s'intéressent au Claude MD, au fichier Claude MD, à comment structurer. On va, comme Andrzej Karpathy l'a montré récemment concernant sa base de connaissances avec Obsidian, etc. Donc, on voit que le problème est et a toujours été et sera toujours l'organisation du contexte. Donc, sans cette pièce, que ce soit les agents, que ce soit les harness, que ce soit les modèles, tous travaillent dans le vide. Parce que le LLM, il a la capacité cognitive, mais le contexte, c'est tout le reste. Et je vais vous expliquer pourquoi et ce que je veux dire par là. Donc, on est revenu au point de départ. Avant, c'était garbage in, garbage out. C'est-à-dire, si tu mets du n'importe quoi dans l'IA, tu vas avoir un mauvais résultat. Donc, on était là, structurer nos prompts, etc. Et puis après, on était distrait. On est allé dans comment rendre la fenêtre de contexte encore plus grande. On est passé de 200 000 concernant Claude à 1 million avec Gemini. Après, Claude a suivi, etc. On est allé dans tout ce qui est benchmark et tout ça. Et puis après, on s'est fait une illusion en se disant que plus l'IA aura assez comme fenêtre de contexte, plus elle va pouvoir retenir, être plus efficace, etc.
pour finalement retourner à la structure du contexte avec les fichiers MD, avec les fichiers Saul MD, etc. Donc, le problème de l'illusion, c'est qu'on s'est perdu au milieu. On s'est dit que avec plus de contexte, si on donne plus d'outils à l'IA, avec les MCP, avec les skis, elle va pouvoir faire beaucoup de choses, elle va pouvoir travailler, etc. Mais on se rend compte que, au fait, le modèle se perd toujours. Donc, il hallucine, il s'embrouille, il privilégie le bruit, etc. Et finalement, on est revenu au point de départ. Parce que les MCP, les skis, tout ça ne résout qu'un seul problème. Sélectionner, filtrer et ordonner le contexte avant de l'envoyer au modèle. Donc, en gros, c'est quoi organiser un contexte? Donc, j'en ai parlé dans ma publication, mais je vais revenir là-dessus. Donc, le prompt engineering et le context engineering ne sont pas la même chose. Quand on parle de prompt engineering, on parle de concevoir la meilleure question possible. Donc, écris-moi un résumé de cette réunion en 3 points clés. Donc, c'est de concevoir la meilleure question possible de sorte que le modèle puisse comprendre en fait ce qu'on veut et nous donner le résultat exact qu'on veut. Ensuite, mais quand on parle de contexte engineering, c'est tout un monde à la fois. C'est alimenter le modèle avec tout ce dont il a besoin. Donc, avec le prompt utilisateur, avec les instructions système, avec l'historique des interactions, avec les préférences, avec les règles internes de l'entreprise, avec les données transactionnelles, avec tout ça. Et c'est essayer de faire tout ça sans dépasser les limites du LLM. Quand je parle des limites, je parle de la mémoire, je parle de la fenêtre contextuelle, je parle de tout ça, de la sécurité et tout. Donc, le contexte engineering est un peu plus poussé que du prompt engineering. Dans le prompt engineering, tu as juste un prompt où tu dois concevoir la meilleure question. Mais dans le contexte engineering, en fait, c'est tout un lot, tu vois, qui va te permettre de garantir une réponse pertinente tout en prenant en compte les limites du LLM. Donc, ça prend en compte tout ce qui est identité d'entreprise. Si vous êtes une organisation, quand on parle de contexte engineering, on parle du contexte de l'entreprise, de l'identité, des règles métiers, des contraintes légales, de la valeur, de la culture, des données clients, des historiques, des interactions. Tout ça en optimisant la mémoire du LLM, la fenêtre contextuelle, tout ce qui est routine, tout ce qui est sécurité, etc. Alors, ces derniers temps, on a vu certaines innovations, certaines sorties qui se rapprochent un peu de cela. Donc, je vais d'abord vous parler de la méthode Kapati. Je ne vais pas trop durer dessus parce qu'il y a Yacine récemment qui a fait une vidéo là-dessus. Donc, cette méthode de Kapati, c'est un LLM Wiki. C'est une base de connaissances, on va dire. Donc, ça a été premièrement conçu pour des sources externes. C'est la base. Ça a été conçu pour des sources externes, c'est que des articles, des vidéos, des papiers, etc., des articles et tout ça. Donc, par exemple, vous regardez une vidéo sur YouTube et cette vidéo-là, vous avez envie de la garder dans votre base de connaissances, etc. Donc, avec la méthode de Karpati, vous allez pouvoir prendre cette vidéo-là, prendre, c'est-à-dire la source boot que vous pouvez voir ici, là-haut. Ensuite, permettre à l'IA de pouvoir la structurer, faire un résumé, etc. Donc, wiki. Et ensuite, faire un schéma avec un graphe, etc. Donc, vous aurez un Claude MD, etc. Donc, vous aurez un graphe avec des entités. Donc, on a des entités et on a des relations. Donc, par exemple, je regarde une vidéo sur N8N et puis je me dis, bon, j'ai envie vraiment de sauvegarder ça dans ma base de connaissances. Donc, je vais prendre cette vidéo-là, la donner à mon LLM, ah, voilà, qui va structurer cette vidéo-là. L'entité, ça sera N8N. Et puis les relations, ça pourra être, je dis n'importe quoi, ça pourra être le nœud Gmail ou le nœud Google Calendar, etc. Donc, tout ce qui sera, tout ce qui concernera N8N sera bien structuré dans un graphe. Vous pourrez visualiser vos entités et vos relations et vous pourrez interroger votre base de connaissances pour vous donner des réponses mieux structurées qu'une base vectorielle, par exemple. Donc, c'est un peu ça la méthode de Karpati. Mais, toutefois, même si elle était conçue pour des sources externes, vous pouvez
la structurer pour qu'elle puisse répondre à vos besoins internes, c'est-à-dire vos fichiers, etc. Mais c'est juste vous dire que ce n'est pas le premier objectif de cette innovation-là, de cette manière de fonctionner-là. Alors, on va voir les avantages. Donc, les avantages, c'est que c'est 15% moins cher qu'un RAG vectoriel avec Supabase, par exemple. Donc, vous pouvez l'utiliser avec Claude, avec Gemini, avec Codex, etc. Donc, vous n'êtes pas verrouillé dans un système précis. Et le wiki se construit et se maintient seul. Ça, c'est intéressant. Donc, il fonctionne bien jusqu'à 500 articles, même plus. Ça dépend de comment vous allez structurer. Et ensuite, sous 5000 tokens requêtes par requête, c'est-à-dire vous n'utilisez pas trop de tokens, vous avez maximum 5000 tokens et tout ça, ça dépend de comment vous allez l'utiliser. Je dis bien comment vous allez l'utiliser. Et puis, c'est combinable avec Obsidian pour avoir le graphe, etc. Mais les inconvénients, alors, c'est pensé pour des sources externes uniquement, bon, uniquement, mais je vois plusieurs personnes qui ont commencé à l'adapter à des sources internes. Donc, vous pouvez le faire. Mais c'est vraiment pensé pour des sources externes premièrement. Ensuite, c'est un second cerveau. Donc, c'est pas une architecture vraiment conçue pour des entreprises. Donc, si vous êtes une organisation et que vous voulez que vos employés puissent travailler, puissent collaborer ensemble, etc., c'est pas vraiment pensé pour cela. Donc, un usage sporadique, donc on a des îlots isolés, etc. On peut avoir des trous souvent. C'est pas pensé pour des règles métiers, donc des processus bien structurés. Maintenant, on n'a aucune notion d'acteur, de qui fait quoi. Donc, comme je le disais, si vous voulez que vos employés collaborent, qu'on a des entités, c'est-à-dire des départements, etc., c'est pas pensé pour ça. Donc, pas de connexion entre humains et équipe, comme je viens de le dire. Donc, à quoi répond exactement cette technique? Elle répond à la question comment je retiens ce que j'apprends. Donc, c'est vraiment une base de connaissances. On va avancer et je vais vous montrer une autre technique que plusieurs actuellement aussi ne connaissent pas, mais qui fait un boom aussi actuellement. C'est la méthode Open Brain de Nate Jones. Alors, Nate Jones, c'est un YouTuber, vous pouvez aller taper Nate Jones sur YouTube et vous allez voir ses vidéos. Donc, pour lui, en fait, c'est une mémoire personnelle partagée entre tous vos outils. Donc, pour lui, sa technique, en fait, c'est un vecteur. C'est juste une base vectorielle, en fait, comme Supabase. Voilà. Donc, vous êtes en train de travailler sur cela, vous voulez interroger votre base de connaissances. C'est toujours une base de connaissances, c'est toujours un RAG. Donc, vous allez poser une question et il va fonctionner, au fait, comme vous le faites actuellement dans N8N avec un RAG classique. Il va aller interroger votre base de connaissances et il va aller il va vous donner, au fait, une réponse qui se rapproche le plus de votre question. Pour faire simple. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel modèle. Donc, vous n'êtes pas encore verrouillé. C'est indépendant de tout fournisseur IA. C'est un peu comme un IDE, voilà, voilà. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel modèle. Et puis, il résout le fait que chaque IA repart des zéros. Donc, si vous utilisez Code ou Claude pour travailler, si vous utilisez maintenant ChatGPT aura le même contexte de votre conversation et tout pourra continuer avec vous. Donc, la mémoire est centralisée et portable, l'architecture est découpable, pérenne, et le coût est quasi nul, vraiment. C'est une très bonne méthode. Mais on a des inconvénients encore, c'est du RAG par embedding. Donc, vous connaissez déjà les limites du RAG. C'est sémantique, on ne peut pas aller voilà, trouver la réponse exacte qu'on veut. Ça va fonctionner par rapprochement à la réponse qui correspond le plus à votre question. Voilà. On n'a pas de structure narrative hiérarchique. Ce qu'on peut avoir dans la méthode de Andrzej Karpathy, c'est pensé pour la mémoire personnelle, donc une base de connaissances, pas de département, processus, acteur, pareil. C'est une base qu'on interroge, pas qu'on habite. Et puis, ça nécessite aussi une petite infrastructure qu'il faut mettre en place. Donc, la bonne réponse à la mémoire fragmentée, c'est une bonne réponse au fait à la mémoire fragmentée entre outils. Mais ça reste un système de récupération d'informations. C'est pas une architecture de travail organisationnel. Alors que ce que les entreprises veulent aujourd'hui et recherchent aujourd'hui, c'est vraiment une structure organisationnelle où on n'a pas un employé qui travaille et qui a sa base de connaissances, mais
Une structure où n'importe quel employé peut interagir avec le travail de l'autre s'il travaille en collaboration, si c'est des départements qui travaillent en collaboration par exemple. Donc, moi, je vous ai présenté ces deux techniques-là. Elles ne sont pas mauvaises du tout. Il faut juste savoir quand les utiliser et comment les utiliser. Voilà. Elles ne répondent pas à tout le monde. Donc, elles ne répondent pas à tout le monde. Donc, maintenant, je vais vous présenter, moi, la technique dont je parle et la technique avec laquelle je travaille actuellement. Mais avant de vous présenter cette technique-là, je vais vous présenter celui qui l'a créée. Je ne vais pas vous cacher quoi que ce soit. Moi, je vais tout vous dire. Et je vous dis qui il est. Ce qu'il fait, c'est vraiment un expert en intelligence artificielle. Donc, son nom, c'est Jake Van Cleef. Il est le fondateur d'Eduba, voilà, et de Cliff Note. C'est un chercheur IA. Donc, il était vétéran de l'US Marine Corps durant 8 ans. Donc, c'est un technicien avionique. Il était technicien avionique, au fait, et cryptographique sur des F-35, des F-18, ce sont des avions de guerre, des avions de chasse. Donc, il a eu les premiers contacts avec l'intelligence artificielle. Il a un MSc en gouvernance de l'intelligence artificielle de l'université d'Édimbourg. Il est fondateur d'Eduba. Il fait de la consultance pour des entreprises. Il a pour vraiment des fortunes 500. Je vous cache pas. Récemment, il a été consultant pour KPMG. Pour ceux qui connaissent pas KPMG, c'est l'une des plus grandes structures en consultance aux États-Unis, à côté de McKinsey. Voilà. Et puis, il est fondateur de Clifton, d'une communauté, etc. Et il a récemment publié sa recherche sur l'ICM, qui est l'organisation du contexte, ce que je vous partage actuellement. Donc, c'est vraiment un crack. Il sait de quoi il parle. Et récemment même, j'ai vu hier ou avant-hier que Google avait partagé aussi sa manière de travailler son process, qui est l'ICM, qui est l'organisation du contexte. Je ne sais pas s'ils l'ont cité, mais il commence à faire un vrai boom dans le domaine de l'IA. Donc, ce qui le distingue, c'est qu'il n'enseigne pas à utiliser les outils IA. Et c'est ce que moi j'aime. Parce que j'aime pas utiliser les outils. Quand N8N était sorti, j'étais la première ici, dans le domaine francophone, à publier N8N sur les réseaux sociaux. Il y avait même des anglophones qui ne connaissaient pas. Et c'est après que j'ai commencé à avoir plusieurs vidéos sur N8N, etc. Parce que c'était MIC. On parlait beaucoup de MIC. Et j'aimais pas MIC parce que quand beaucoup de personnes parlent de quelque chose, moi, quand je vois des gens aller à droite, je vais toujours à gauche. OK? Donc, euh, les outils, ça passe. C'est pour ça que moi, je l'apprécie beaucoup parce qu'il enseigne à construire des systèmes qui durent une décennie, qui durent dans le temps, peu importe l'outil que vous allez utiliser. Et c'est sûrement sa méthode et aussi d'autres personnes aussi que je base ma manière de travailler. Donc, j'ai assez parlé de lui. Maintenant, on va parler au fait de sa méthode. Donc, l'ICM en pratique, c'est quoi? Et comment ça change votre manière de travailler? Donc, c'est quoi l'organisation du contexte? Au fait, il faut partir de la base que l'IA ne sait rien de vous entre deux sessions. Elle repart de zéro à chaque fois. Donc, organiser le contexte, c'est comme je l'ai dit, c'est structurer ce qu'elle doit savoir, quand et dans quel ordre, pour qu'elle travaille dans votre réalité et pas dans le vide. Ok. Donc, pour faire une comparaison, il y a plusieurs d'entre vous déjà qui utilisent N8N. Donc, vous allez ouvrir N8N, vous allez créer des nodes, les connecter, créer un bloc visuel, configurer chaque étape, etc. Mais le problème, c'est que le contexte vit dans les nodes. Si N8N a des problèmes, vous êtes bloqué. Pour modifier, il faut ouvrir N8N, il faut trouver le bon node, il faut changer les prompts à chaque fois, etc., etc., etc. Et ça bouffe souvent trop de tokens en fonction du modèle que vous utilisez. Donc, il y a des gens qui travaillent comme ça, qui travaillent avec N8N. Mais là, je viens de vous montrer les avantages et puis les inconvénients. Mais on a ceux qui travaillent dans les harness, c'est-à-dire qui travaillent directement dans ChatGPT ou qui travaillent directement dans Claude. Donc, vous allez ouvrir l'interface, donner des instructions, travailler directement dans l'outil. Mais le problème, c'est que votre contexte, il vit dans l'outil. Si vous changez d'outil, vous perdez tout, vous allez repartir à zéro. Oui, il existe des manières de pouvoir récupérer les infos, mais ça vous fait perdre encore du temps. C'est non partageable avec les équipes, sauf si vous avez un abonnement entreprise qui coûte 200 $.
et qui va augmenter bientôt, soyons sûrs. Donc, si l'éditeur ferme, c'est-à-dire si Claude change ses CGU, ses règles de confidentialité ou quoi que ce soit, ça vous impacte directement. Et l'historique, voilà, il est non portable. Oui, vous pouvez avoir quelques manières de pouvoir importer votre historique et tout, mais généralement, ça reste bloqué dans l'interface, dans le harness. Et puis maintenant, on a ceux qui travaillent avec Cloud Code et Codex, par exemple. Donc, ils vont ouvrir leur terminal ou leur IDE ou leur CLI, terminal, voilà. Ils vont donner des tâches à l'agent. L'IA va coder ou bien exécuter ces tâches-là. Donc, c'est puissant pour le code. C'est un contexte lié à la session, au projet que vous avez ouvert. Vous avez vos fichiers sur votre ordinateur. Voilà. C'est sans structure ICM. L'agent repart de zéro à chaque fois. Donc, si vous ne savez pas bien structurer, il va loader à chaque fois votre prompt, vos skis, vos MCP, tout ça, il va les loader à chaque fois dans la session, ce qui va vous faire perdre plus encore en token et ce qui va faire en sorte que voilà, votre contexte il sera saturé à chaque fois et vous allez payer plus cher. Ce qu'on voit pour la plupart des personnes qui travaillent avec Cloud et qui ne savent pas structurer. Mais ce qui est bien, c'est que c'est compatible avec la méthode que je vais vous donner si elle est bien structurée, si vous structurez bien votre contexte. Maintenant, la méthode ICM, c'est quoi? C'est que vous allez ouvrir votre dossier sur votre PC. Vous allez éditer un fichier MD avec n'importe quel éditeur. Donc, votre contexte, c'est votre dossier. Si vous changez de modèle IA, eh bien, votre contexte reste pareil, il ne change pas. Vous avez juste changé l'endpoint. Votre collègue peut reprendre, au fait, le dossier avec lequel vous travaillez et avec lequel vous collaborez avec lui. Donc, vous allez peut-être copier le dossier, mais il y a des manières de pouvoir travailler en collaboration avec GitHub, avec même Google Drive. Je vois des personnes qui font ça. Et vous pouvez, pour modifier, vous avez juste à ouvrir votre fichier MD, à le modifier ou à demander à l'agent de le faire. Zéro code, zéro infrastructure, moins de 5000 tokens ciblés. Et la plupart des personnes que je vois qui savent vraiment utiliser cette méthode n'ont jamais de problème de token de token avec Claude, quoi que ce soit. Ils n'ont jamais de problème de fenêtre de contexte, où l'IA perd, hallucine. Au fait, ils n'ont pas ce problème-là, juste parce qu'ils ont réussi à utiliser cette méthode et à structurer bien le contexte. Alors, donc, au fait, la méthode de Jake est centrée sur le contexte. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller sur LinkedIn, vous n'avez pas besoin d'utiliser Harness, vous n'avez pas besoin de tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si je viens ici, alors, tout le monde veut créer des agents IA ou des systèmes agentiques. Mais c'est quoi vraiment un agent IA? Un agent IA, c'est juste un système qui arrive à interagir avec notre monde grâce à du contexte, des données, des outils et de la mémoire. Donc, le concept d'agent existait bien avant, donc depuis les années 1956. C'est juste qu'ils ont évolué avec le temps. Donc, on va voir l'architecture des agents IA. De 1956 à 1960, c'était juste des ensembles de règles mathématiques. Donc, pour pouvoir pour pouvoir donner du raisonnement à une machine. Mais ils avaient toujours cette incapacité à faire en sorte que l'IA puisse interagir avec notre monde. Et ensuite, on est passé aux années 1990, où le problème maintenant, ce n'était pas vraiment qu'elle ne puisse pas interagir avec notre monde, mais il y avait un problème d'autonomie dans le raisonnement. Donc, on est passé au machine learning, on lui donnait des données et on connectait des API au fait pour que l'IA puisse interagir avec notre monde. Et maintenant, on est dans les années 2020, 21e siècle. Et un agent, on constate qu'en fait, un agent, c'est juste un ensemble de fichiers. C'est juste des outils, de la donnée et un cerveau, c'est-à-dire le LLM. Donc, le problème maintenant auquel on fait face, c'est juste la gestion du contexte des agents. Tout ce qui est fenêtre du contexte, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est sécurité et aussi des utilisateurs, tout ce qui est organisation du contexte. Donc, un agent, en fait, c'est juste un ensemble de fichiers. C'est tout. C'est juste un ensemble de fichiers combinés avec un cerveau qui est un LLM. Donc, le problème a toujours été
de leur permettre d'interagir avec nous ou dans notre monde en leur donnant assez de contexte, de raisonnement, d'outils, de données, mémoire, etc. Donc, on a déjà franchi l'étape d'accès au contexte. Les problèmes qui sont d'actualité maintenant sont maintenant la structure et la gestion du contexte. Principalement la gestion du contexte de l'agent et la structure et la gestion du contexte de l'utilisateur, que ce soit des individus, des entreprises, etc. Donc, côté agent IA, le problème tourne autour du contexte, de la mémoire, de la sécurité. Et côté utilisateur, le problème tourne autour de l'organisation du contexte, c'est-à-dire des données, de la structure et de la visibilité de ces données. Ok? Donc, les consultants ou experts IA qui auront vraiment de l'avance dans les mois à venir seront ceux qui sauront comment organiser le contexte de l'entreprise, comment prendre en compte leur identité, leur culture, leurs valeurs, leur département, leurs employés, leur processus et imbriquer tout ça dans une structure qui ne dépend pas d'un harness, qui ne dépend pas d'un outil, qui fonctionne sans harness, qui fonctionne sans outil et qui fonctionne avec n'importe quelle intelligence artificielle. Ce sont ces personnes-là qui auront de l'avantage. Et c'est ce que la méthode de JIC offre. Donc, vous ne dépendez ni d'un outil, ni de N8N, ni de MIC. Vous ne dépendez pas d'un harness, ni de Claude, ni de ChatGPT. Vous ne dépendez pas d'un modèle en particulier. Donc, je peux être en train de travailler avec Claude et puis switcher, donner la main à un modèle de GPT-4, lui dire, OK, toi, continue avec cette partie-là. Et puis, il prend le relais. Ce qu'on ne peut pas faire actuellement dans Claude. OK, oui, je sais, il y a Claude qui a permis actuellement de pouvoir utiliser des modèles open source, etc. Mais c'est toujours encore fermé. Vous êtes dans leur infrastructure. Si demain, j'ai vu des personnes qui ont été complètement bannies de Claude, on ne sait pas pourquoi, ils ne savent pas pourquoi, mais ils ne peuvent plus utiliser Claude. Imaginez si c'est votre entreprise. Imaginez si c'est vos employés. Comment vous allez travailler? Donc, c'est de vous rendre indépendant, au fait. Et là, je continue. Donc, donc sa méthode ICM, Interpretable Context Methodology, qui est le système de fichiers, pardon, c'est juste de vous faire comprendre que le système de fichiers de votre ordinateur est une meilleure architecture IA que n'importe quel framework que vous pouvez acheter. Pourquoi? C'est scalable dans le temps. Pourquoi? L'interface est universelle. Tout outil c'est lié en fichier. C'est software, au fait, c'est un software first. Tout outil c'est lié en fichier. Pas d'API complexe à configurer. Les fichiers texte standardisent l'échange entre vos applications. La réactivité est en temps réel. Le système détecte instantanément toute modification du fichier. L'IA réagit dès que vous sauvegardez quelque chose. Donc, votre mémoire est interne, il se trouve dans vos dossiers. Donc, si demain vous perdez tout ce que vous avez sur Cloud, tout reste sur votre ordinateur. Et vous pouvez mettre le même en ligne, en privé, sur GitHub, sur Google Drive, etc. Donc, vous avez une souveraineté totale. Vos données restent sur votre disque. Même si vous changez de modèle IA, il n'y a rien à changer à votre process. Vous n'êtes pas enfermé dans un écosystème, que ce soit Anthropic ou OpenAI. Votre mémoire, elle est contextuelle. Donc, juste la structure de votre dossier, c'est déjà votre mémoire, en fait. Les dossiers structurent la connaissance de façon naturellement hiérarchique. Et l'IA lit, modifie et crée ses propres dossiers, pas de base vectorielle lourde. Donc, c'est minimaliste. Zéro infrastructure à maintenir. Les tokens, moins de 5 000 tokens, moins de 92 000, de 42 000 tokens que vous pouvez gaspiller avec l'eau. Vous pouvez débugger, c'est-à-dire vous avez juste à ouvrir votre fichier, à lire. Si un script plante, les données restent et la collaboration elle est granulaire. Vous donnez accès uniquement aux dossiers concernés à vos collaborateurs. Vous travaillez en équipe sans exposer toute la structure à chaque collaborateur. Donc, vous voyez un peu comment ça se présente. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme parce que vous prenez votre indépendance, vous travaillez en équipe, vous ne donnez accès à vos collaborateurs qu'aux fichiers dont ils ont besoin, qu'aux dossiers dont ils ont besoin. Et ça se met à jour automatiquement.
Donc, ça fait que l'autre collaborateur, s'il doit, imaginons que vous travaillez avec le département marketing, ok, et vous êtes le département support, par exemple, ok, et vous travaillez sur un client en particulier. Donc, vous avez juste un dossier avec ce client et vous pouvez le partager avec le département marketing qui, en travaillant au fur et à mesure, va générer du texte, va générer de la mémoire. Et si vous devez revenir prendre la relève là où le département marketing a laissé, l'IA a déjà structuré cette mémoire-là dans vos fichiers. Donc, dès que vous venez, ok, où Marc, par exemple, je dis par exemple, Marc s'est arrêté. Et l'IA vous dit, ah oui, Marc s'est arrêté ici, vous, ce que vous devez faire, c'est continuer ici. Et immédiatement, votre modèle a le contexte, votre modèle a la structure. Vous n'avez pas eu besoin de le charger de plusieurs conversations pour qu'il puisse comprendre parce que tout vit dans vos fichiers au fait. Et je vais vous expliquer comment ça se présente. Donc, Mac, il est assistant produit, ok? Et comme beaucoup, il commence à utiliser l'IA dans son travail. Il y a trois chemins qui s'offrent à lui. Le chemin, il va créer des automatisations avec N8N via des workflows. Le deuxième, il va travailler avec un Anest que Claude Code, Cowork Codes. Je ne sais pas si vous me suivez, mais vraiment, comprenez ceci parce que ça va vous changer la vie. Et le troisième chemin, c'est qu'il va commencer à structurer des fichiers Claude MD comme on le voit un peu ces derniers temps. Donc, les trois chemins semblent tous bons. Mais tous les trois ont le même problème caché. Mais on va les regarder un par un. OK? Donc, là, je clique. Donc, Mac fait créer des agents IA pour automatiser son travail. Mais le problème, au fait, c'est que juste après, Mac était assistant. Il était assistant du chef produit. Et il se trouve que Mac passe et il devient chef produit. Et ce qui se passe, c'est que ces anciens agents ne connaissent pas son nouveau rôle. OK? Donc, il doit les mettre à jour un par un, changer le prompt, etc., reconfigurer manuellement, et c'est une perte de temps énorme. Et le problème aussi avec ça, c'est que pour qu'ils puissent partager ses agents, les faire collaborer avec ses collègues, il doit créer d'autres automatisations. C'est vraiment un casse-tête. Ok, c'est pas impossible, mais ça fait perdre du temps et c'est un casse-tête. Donc, imaginons. Maintenant, Marc travaille dans un harness. Donc, il travaille avec Claude. L'historique de ses conversations, ses préférences sont sauvegardées, ses instructions sont personnalisées, là, ses fichiers projets et tout. Et puis un jour, Mac veut changer d'outil. Ah, il s'est dit, ah, ben, il y a Codes qui vient de faire, euh, qui vient de faire une nouvelle, qui vient de lancer un nouvel outil, ben, je sais pas, une nouvelle fonctionnalité. Et il va avec Codex. Le problème, c'est que son contexte, il est vide. Tout est resté dans l'ancien outil. Donc, il doit chercher un moyen de pouvoir copier, coller, ou bien de pouvoir télécharger ces données pour après les envoyer dans Codex. Pas impossible, mais demande encore du temps, demande de la recherche, etc. Et après, chercher maintenant à faire en sorte que s'il doit collaborer, ses collaborateurs puissent avoir accès encore. C'est encore un casse-tête. OK? Et maintenant, on a Marc qui dit OK, on laisse tout ça. Moi, je vais structurer mon contexte. Je vais regarder ma fiche de travail, ce que je fais, et je vais structurer mon contexte en fonction de ma manière de travailler. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, et chaque chose que je fais sera un dossier. Et chaque dossier aura un fichier Claude MD. Et le premier fichier Claude MD aura mon identité, la structure de tout ce que je fais, etc. Et ça, c'est déjà bien, ok? Il pense contexte, il organise ses fichiers, il travaille sur son PC, pas dans un outil. Mais un détail change tout. C'est au niveau de la configuration. Il structure pour travailler avec Claude. Donc, imagine si Claude monte ses prix, ou bien récemment on a eu un problème comme ça. J'étais en train de travailler avec Claude, et puis Claude a commencé à bugger. Euh, il prenait du temps à pouvoir traiter mes requêtes, alors que moi, j'avais un dossier à donner à, à quelqu'un dans l'entreprise, etc. Et puis, j'ai regardé mon collaborateur, puis on a commencé à sourire. Et puis, on s'est dit, mais il faut qu'on repense notre manière de travailler, quoi. Parce que si Claude bug, s'il y a un souci, on est bloqué. Tu vois? Et s'il y a un problème avec Claude, par exemple, Claude monte ses prix, ou Claude change de comportement, ou par exemple, il veut collaborer avec un collègue, il est un peu bloqué là. Tu vois un peu?
Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les trois cas, au fait, les trois cas ont le même problème. Dans les trois cas, le contexte de Mac ne lui appartient pas. Il appartient soit à N8N, il appartient à ANES ou il appartient au tropique parce qu'il structure son contexte en fonction d'un modèle précis. Mais la quatrième voie, c'est la structure de Jig, par exemple. Donc la structure de Jig, et qu'est-ce qu'elle va permettre de faire, au fait? Pardon. La structure de Jig, au fait, ce qu'elle va permettre, c'est de créer un fichier pour Mac, tu vois, qui dit qu'il est chef produit, qui va mettre ses responsabilités à jour, et tous les agents des autres collaborateurs pourront lire ce fichier. S'ils doivent travailler avec Mac, ils sauront qui est Mac, ils sauront ce qu'il fait, ils sauront sur quoi il travaille. Et si l'employé qui est dans le département commercial a besoin de récupérer quelque chose chez Mac qui le concerne, avec lequel il travaille en collaboration, il aura juste à contacter, à rentrer dans le fichier de Mac et il aura tout. Il n'aura même pas besoin que l'IA lui explique ce que Mac fait, etc. Parce que tout sera structuré. Et c'est ça l'avenir. C'est que tous les agents disent ce fichier, qu'il n'y a aucune reconfiguration manuelle parce qu'ils comprennent ce fichier juste avec un seul fichier, une seule mise à jour. Tout le rythme s'adapte. Donc, le contexte évolue avec l'entreprise. Donc, s'il y a des promotions, si tel employé n'est plus dans l'entreprise, il suffit juste de mettre à jour le dossier ou bien de le déplacer, de le faire changer de département. Et puis c'est tout. Et l'IA, quand l'IA va venir, quand le NNM va venir lire, il saura exactement que oui, il y a un changement de poste. Il faut juste mettre à jour. C'est plus Marc, c'est peut-être Sébastien. Et voilà, voici c'est ce que Sébastien fait. Il met à jour. Et le directeur, lui, tout en haut, il a toute la structure de son organisation. Donc, avec cette structure, on a tous les contextes des entreprises. N'importe quel IA peut être connecté. Je peux travailler avec Claude, je peux travailler avec GPT, je peux travailler avec qui je veux. OpenIA monte ses prix, pas de souci. Je change d'endpoint. Je peux même utiliser un modèle open source tel que Kimi. Je m'en fous complètement parce que je maintiens, je détiens mon contexte. Je donne juste accès aux agents qui sont Claude, ChatGPT et Gemini. Et c'est le futur, en fait. Parce que vous allez voir que dans les années, pas les années, même dans les mois à venir, ce sera ça, en fait. L'organisation, c'est un fichier. Et dans ce fichier, on a chaque département. Et dans chaque département, on a les employés. Et dans chaque département d'employés, on a leur structure, comment ils travaillent, etc. Les dossiers sur lesquels ils sont. On a, ils peuvent connecter n'importe quel IA dessus, open source, etc. Et la direction a une vue centralisée sur tout. Moi, je me connecte. J'ai même pas besoin d'avoir un tableau de bord. J'ai juste besoin de ce fichier-là. Simplement, quand je vais donner à Claude ou bien à GPT, leur demander par exemple, dis-moi, est-ce que Marc a fini la tâche sur laquelle il était? Il accède au fichier de Marc, il regarde, il revient. Oui, oui, il y a le fichier maintenant, il est sur tel projet. Ah, ok. Mais et concernant Jean, est-ce qu'il a pu collaborer avec Thomas? Il se connecte. Ah, oui, oui, Jean s'est connecté au fichier de Thomas et actuellement, il est arrivé à telle étape et telle étape. C'est révolutionnaire et ça change tout. Et c'est sur ce chemin-là que les entreprises actuellement s'en vont. C'est sur ce chemin-là que les entreprises-là sont en train de partir. Et je reviens à ma présentation pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Simplement. Alors, j'ai un, j'ai un ensemble de dossiers ici. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais j'ai fait un jeu très simple. Alors, je me suis créé une structure très simple. J'ai créé 4 dossiers. Et dans ces 4 dossiers, il y en a 3 où j'ai mis un mot-clé. Le début d'un mot-clé. Au fait, mon objectif dans cet exemple, c'est de ne rien dire à l'intelligence artificielle, de ne rien dire au modèle, et qu'il puisse accomplir sa tâche sans que j'ai à dire quoi que ce soit. Pour vous montrer comment le système il fonctionne.
Donc, l'objectif, au fait, c'est qu'à la fin de cela, il doit pouvoir écrire une phrase. Et cette phrase, c'est créer votre système. OK. Créer votre système. C'est la phrase que je veux qu'il puisse écrire. Mais comme je ne veux rien lui dire et que je veux vous montrer comment le système fonctionne, j'ai juste fait quelque chose. J'ai juste créé 3 fichiers. Et dans les 3 fichiers, dans chaque fichier, j'ai mis le début du mot. Donc, si je viens sur le fichier agentmd que j'ai ici, vous allez voir que, si vous le voyez à l'écran, voilà, je lui ai juste dit, le mot écrit ici commence par la lettre C. Une fois trouvé, écris-le dans tel fichier. Je lui ai donné le lien. Pour connaître ce mot exactement, va lire le skills agentmd. Et une fois que tu finis, tu l'écris dans ce fichier-là. Et tu es redirigé vers le deuxième fichier qui va te donner le mot, le premier mot, la première lettre du mot en question. Tu vas aller l'écrire et tu vas repartir encore dans le troisième jusqu'à ce qu'il ait écrit, au fait, la phrase que je veux. Et si vous voyez, ce dossier-là, il est structuré ainsi. On a un fichier CloudMD et on a un fichier AgentMD. OK? Pourquoi? Parce que il peut m'arriver, par exemple, d'utiliser Claude comme d'utiliser Codex. Et CloudMD, il est celui que Claude va lire immédiatement quand il va se connecter. Et ce que j'ai fait, au fait, c'est que dans ce fichier-là, je n'ai rien mis du tout. Je n'ai rien mis. J'ai juste dit, j'ai juste mis agentmd. Donc, dès qu'il se connecte, je lui dis, va dans le fichier agentmd. Et c'est dans le fichier agentmd que tu vas trouver toutes mes instructions. Aussi simple que ça. Et ça va permettre, au fait, si demain j'utilise par exemple Codex, que j'utilise par exemple Kimi, etc., eux, ils vont venir lire directement le agentmd. Si je suis dans ChatGPT, etc., eux, ils vont lire immédiatement le agentmd. Ils vont pas venir sur le CloudMD. Parce que le CloudMD, il est vraiment structuré pour Claude. Et ça me permet de switcher entre ces différents modèles-là. OK? Donc, là, il est parti dans le CloudMD. Il a vu que je lui ai dit de se rediriger vers agentmd. Donc, dans agentmd, quand il va ouvrir agentmd, qu'est-ce qu'il va voir? Je vais lui dire sa mission. Sa mission, c'est de reconstituer la phrase secrète. Va dans mot 1 agentmd, qui est le premier dossier, et sur les instructions qui s'y trouvent. Chaque dossier te donnera 3 informations. Quel mot écrit indiqué par sa première lettre, où trouver ce mot exactement et où aller ensuite. Écris chaque mot dans réponse MD à la racine, dans l'ordre, jusqu'à ce que la phrase soit complète. OK? Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va finir de lire ça, normalement, il va venir dans mot 1. Et dans mot 1, qu'est-ce que vous allez trouver? Et comme dans les autres, ça sera pareil. C'est juste lui dire, le mot écrit ici commence par la lettre C. Une fois trouvé, écris-le dans réponse MD. Pour connaître ce mot exactement, va lire le skills agentmd. Une fois écrit, va dans mot de agentmd pour continuer. Et il va répéter ça jusqu'à ce qu'il ait écrit la phrase que je veux. OK? Donc, si je viens dans le troisième dossier, ici, que je vais ouvrir, on a un agentmd. Donc, vous voyez la structure, c'est vraiment, on a un agentmd, on a un CloudMD et un agentmd à la racine du fichier qui va nous donner toutes les instructions et la structure de ce que contient notre dossier. Et maintenant, dans chaque dossier, on aura un agentmd ou bien CloudMD. Ici, j'ai mis juste un agentmd. Et dans le troisième fichier, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, il va avoir le troisième mot. Donc, le mot écrit ici commence par la lettre S. OK. Une fois trouvé, ajoute-le dans réponse MD après les 2 premiers mots. Pour connaître ce mot exactement, va lire encore le skills agent MD. Donc, je vais le renvoyer dans le skills agent MD. Et lorsque la phrase, ici, il y a une petite erreur, OK. Lorsque la phrase est maintenant complète, dit mission terminée. On va faire ce test ensemble. OK. Moi, tout ce que je vais faire, c'est que je vais juste copier, OK? Je vais juste copier le chemin d'accès à mon fichier racine CloudMD. C'est tout ce que je vais faire. Je vais rien dire. Et je vais aller dans Cloud Code, dans mon Cloud Code Desktop, voilà. Et je vais juste coller et lui balancer. OK?
Donc là, il va lire. Il me dit, ben, je vais suivre les instructions dans le Claude MD. Et là, vous voyez qu'il est en train de lire Agent MD. Donc, ok, je lui ai rien dit, je lui ai juste donné le fichier. Ok, là, il va lire Agent MD énorme. Alors, oh, on a été coupé, mais en temps, voici, il a terminé. Donc, vous pouvez voir que il vient de dire que la phrase est complète dans Réponse MD. Créez votre système. Et tout de suite, si je vais dans Réponse MD et que j'ouvre, vous pouvez voir, c'est marqué créer votre système. Aussi simplement que cela. Et il a même mis mission terminée parce que je lui ai dit s'il termine qu'il mette mission terminée. Et on peut voir le séquence de sa réflexion, les séquences de sa réflexion. Donc on a Agent MD, le mot écrit ici commence par la lettre C, donc il a les il a MD, il a vu. Ensuite, il a réfléchi, ce fichier répond à une seule question, quel est le mot qui correspond à chaque lettre, etc. Et puis après, il a lire les autres agents MD dans les autres dossiers jusqu'à ce qu'il ait écrit. Voilà, créez votre système. Aussi simplement que cela, créez votre système. Donc la phrase est déjà complète dans Réponse MD. Créez votre système. Mission terminée. C'est aussi simple que ça. Donc, je n'ai même pas eu à lui dire, voici ce que je veux que tu fasses, et lui donner un prompt compliqué, même pas. Et là, moi, je vais vous montrer l'une des structures avec laquelle je travaille. Voilà. Donc, vous pouvez voir que on est dans mon fichier et je fais non seulement du conseil, de la formation, je crée des workflows avec NVIDIA, mais aussi je fais de la veille IA. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon dossier, j'ai mis chaque tâche ou chaque action que je fais. Et puis, j'ai structuré ça avec des fichiers Agent MD et Claude MD. Donc, j'ai travaillé hier, on va dire, et le matin, je me lève, j'ai même pas besoin de venir euh, lui expliquer ce que j'ai fait. Je lui demande où on en était. Et j'ai ouvert même une nouvelle session hein, où on en était avec le projet Coex. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir mon memory MD. Et il va me dire exactement où on en est. Donc, il ne va pas loguer tout le contexte, c'est-à-dire tous les fichiers, c'est pour essayer de comprendre ce que j'ai fait, pour essayer de comprendre où j'en suis. Ce que les autres modèles actuellement font, c'est qu'ils remplissent votre fenêtre de contexte et après, vous allez payer du surplus. Voilà. Et ce qu'il va faire, c'est juste me dire où je suis arrivé concernant mon projet en ne lisant que mon memory MD. Donc, où on en était avec le projet Corex. Il m'a dit, je vais vérifier mes mémoires et les fichiers du projet Corex. Et en quelques secondes, il regarde mon memory MD, il regarde le dossier spécifique Corex, et puis il veut dire, ok, je vais voir le brief aussi et le mapping pour avoir le tableau complet parce que je lui ai donné un brief, je lui ai donné aussi un mapping concernant le projet et il n'est allé que dans le projet Corex pour voir exactement où on en était. Et voilà, il me sort, voici où on en était. Comme c'est un projet confidentiel, je ne veux pas vous le montrer, mais voilà, il va me sortir là ce qu'on a fait. Avec quelques dépenses, hein, quelques tokens, pas grand chose. Donc, parce que si j'ouvre ici mon fichier Claude MD, je l'ai fait en 200 tokens maximum, 210 maximum. Donc, tu aides Emmanuel, consultant en intelligence artificielle. Il a mon identité, il a les entreprises avec lesquelles je travaille, il a mon espace de travail. Voilà ce que je fais avec dans chaque dossier, le routage. Il dit toujours ce fichier en premier, etc. Il a ma stack technique, il a si je veux créer un nouvel espace, comment il doit procéder. Donc, si demain je viens dire, ah, ok, je viens de signer un contrat avec telle entreprise, créer un nouveau dossier, et puis voici un peu ce qu'il faut. En quelques 2 lignes, il connaît le process. Il va créer le dossier dans Agence, il va créer CodeMD, il va créer Contest MD, il va ajouter Agence MD, et il a les règles globales de comment il doit fonctionner. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il a ma structure et à chaque fois que je travaille, à chaque fois que j'arrive à un certain niveau, il a le pick-up et end-off. Donc, il va mettre
dans sa mémoire où je me suis arrêtée. Et demain, quand je reviens, il va me dire ce que j'ai fait, là où je me suis arrêtée, ce qui reste à faire, etc. Et si je lui dis par exemple, ok, tu peux passer le projet à Jonathan pour qu'il puisse travailler sur tel aspect, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, si je l'ai relié avec le dossier de Jonathan, il a le contexte de Jonathan. Il va rentrer dans le contexte de Jonathan. Il va aller spécifiquement là où je lui ai dit d'aller. Il va voir ce que Jonathan a fait. Il va voir où il s'est arrêté, ce qu'il faut faire. Il va joindre cela avec moi, mon contexte, et puis commencer à travailler. Aussi simple que cela, j'ai pas eu besoin de prendre un abonnement de 200 $ avec Codex ou avec Claude. J'ai juste structuré mon fichier de la meilleure manière possible pour lui permettre de travailler. Et c'est juste ça. Donc, j'ai pris assez de temps. J'ai voulu faire ça. J'ai pas voulu durer, mais j'ai pas pu parce que c'est vraiment pas un sujet qu'on peut aborder aussi facilement. Mais vous savez déjà de quoi il est question, etc. Maintenant, si vous voulez structurer aussi votre projet, moi, clairement, je vous cache pas, voici la communauté, où je l'ai mis, c'est là. Voici la communauté de Jake. Vous pouvez y aller dessus, oui. C'est en anglais et c'est très technique. Je vais pas vous mentir, c'est très technique. Donc, si vous avez, comme on le dit chez nous, si vous avez la volonté, vous pouvez y aller, etc. Sinon, moi, ce que j'ai fait pour pouvoir aider, j'ai créé une communauté ici dans mes campus IA. Voilà. Et voilà, il y a déjà des personnes qui ont commencé à rejoindre, vous pouvez voir ici, une communauté campus IA où je parle de ces techniques-là, de ces fondamentaux, où j'essaye au fait de les expliquer de la manière la plus simple possible. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une classroom. Déjà, vous pouvez venir, vous avez la formation N8N. Pour ceux qui veulent apprendre l'outil, il n'y a pas de souci. J'ai tout mis, tout ce qui se concerne des agents IA, c'est quoi l'intelligence artificielle. On va commencer avec les bases, l'introduction, les nœuds, etc. Il y a des mini-exercices que vous pouvez faire. Vous pouvez créer votre premier agent juste en regardant cette formation. Voilà. Et puis maintenant, il y a le coffre dans lequel moi, au fur et à mesure, je mets les dernières techniques en matière d'IA. Donc, vous avez ici le template ICM. Voilà, mon template personnel sur lequel je travaille, que je vais mettre à jour continuellement ici. Et vous avez l'explication. Vous pouvez copier tout ça, le donner à votre Claude, à votre Codex, etc. Et vous pouvez même télécharger le template en fichier zip ici. OK. Et j'ai déjà mis la structure de base que vous pouvez utiliser en français pour pouvoir vous aider à vous structurer votre contexte et ce que vous faites comme travail. Voilà. Donc, je vais mettre le lien pour que vous puissiez rejoindre. Pour le moment, c'est gratuit. J'ai pas encore fait ça payant, mais ça va pas tarder. Donc, si vous avez l'occasion, sautez, utilisez. Et puis, il y a Jack qui continue de travailler sur, différentes sorties, différentes manières de pouvoir améliorer le contexte, etc. Et moi, au fur et à mesure, je vais publier ça ici de la manière la plus simple possible pour que n'importe qui puisse comprendre et pour que vous puissiez, voilà, euh, vous approprier ça. Il y a d'autres aussi, d'autres scientifiques aussi que moi je suis. Voilà, il y a d'autres scientifiques aussi, d'autres experts IA que je suis, comme toujours, qui n'ont rien à voir avec les outils, mais avec les fondamentaux. Et je vais faire des vidéos dessus pour vous expliquer en vérité, si vous prenez n'importe quel outil, si vous prenez n'importe quel harness, comment vous pouvez les utiliser, quelle est la différence, etc. Comment vous pouvez optimiser votre manière de travailler. C'est vraiment sur ça que je travaille actuellement. Donc, vous pouvez rejoindre la communauté. C'est gratuit pour l'instant. Et je pense que je vais pas trop durer. Voilà, je vais mettre les liens dans la publication. Et puis voilà. Allez, merci à vous et très bon week-end.